Bienvenue à tous dans Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, pétrole abondant, dette quasi nulle, ainsi va l'économie du côté du Golfe Persique. Il n'en faut pas plus pour attirer les investisseurs et cette fois la porte leur est grande ouverte. L'Arabie Saoudite a décidé d'ouvrir sa bourse, 570 milliards de dollars aux capitaux étrangers. En quoi cette décision marque-t-elle un tournant pour le Royaume? Réponse dans un instant. Et puis nous ferons le point à Gaza sur les séquelles du conflit entre Israël et le Hamas, destruction et paralysie de l'activité. L'économie locale pourra-t-elle échapper à la récession dans les prochains mois? Nous verrons que le taux de chômage dans la bande pourrait bientôt franchir la barre des 50%. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Et on commence par un tour du monde de l'actu économique. Direction d'abord le Yémen. Et c'est par dizaines de milliers que les opposants au régime sont descendus une fois de plus hier. Vous le voyez dans les rues de Sanaa, la capitale. À l'appel des rebelles d'Ansarullah, ils ont réclamé la chute du gouvernement. Et ils ont surtout protesté contre le quasi-doublement des tarifs des carburants, même si les autorités ont promis en parallèle une hausse des salaires. Il faut savoir qu'un tiers des 25 millions de Yéménites vivent avec moins de 2 $ par jour. Et pour les 5 premiers mois de l'année, les revenus pétroliers du pays, 30e réserve mondiale, ont chuté de 40% sur un an. Nous envahissons les rues pour manifester contre la montée du prix du fioul qui a été imposée à tout le peuple du Yémen. Nous envahissons les rues pour nous battre contre l'injustice et nous continuerons de plus en plus jusqu'au renversement de tous ces fonctionnaires corrompus et de ce gouvernement hypocrite. Voilà, toujours concernant le Moyen-Orient, l'Agence fédérale américaine de l'aviation a interdit hier le survol de la Syrie aux avions de ligne américains en raison bien sûr du conflit toujours en cours. La FAA qui explique cette décision par l'équipement en armes anti-aériennes dont disposent des groupes extrémistes. Toutes les compagnies, tous les opérateurs commerciaux US sont concernés. Il y a 10 jours, c'est le survol de l'Irak qui avait déjà été interdit. Syrie, Irak, deux pays dont l'espace aérien est généralement emprunté pour les vols long courriers entre l'Europe et l'Asie. Et en Europe, la Commission européenne a décidé lundi de débloquer 125 millions d'euros pour soutenir le secteur maraîcher du vieux continent. Une filière qui subit de plein fouet, on le rappelle, l'embargo russe sur les produits alimentaires occidentaux. L'an dernier, ses exportations agricoles vers Moscou avaient frôlé les 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10% des exportations totales du secteur. Viande, poissons, fruits et légumes et produits laitiers sont concernés par cet embargo d'1 an. L'idée, si vous venez de recevoir de la demande après les restrictions russes, est qu'il faut plus réapprovisionner le marché. C'est une mesure visant à réduire le niveau de l'offre, afin que les prix n'augmentent pas à un niveau de crise. Un mot de Wall Street et du Nasdaq qui a atteint hier son plus haut niveau depuis 14 ans, plus 0,97% pour l'indice phare des valeurs technologiques à 4508 points, plus 1,02 pour le Dow Jones, des scores qui s'expliquent en grande partie par un très relatif apaisement en Ukraine et en Irak après la reprise par les Kurdes du barrage de Mossoul. Allez, cap sur le Costa Rica, à qui le Japon vient d'accorder un prêt d'1 demi-milliard de dollars pour la construction de 3 centrales géothermiques tout près du célèbre volcan Rincon de la Vieja. Capacité de production prévue 55 MW et un objectif pour le Costa Rica, atteindre la neutralité carbone. Le géothermique, une énergie renouvelable, une énergie d'avenir. On écoute ce représentant japonais. Du point de vue de la calculabilité entre la croissance économique et l'environnement, le développement des énergies renouvelables est l'un des défis les plus importants, à la fois pour les pays en développement, mais aussi pour les pays les plus riches. Les sources d'énergie du Costa Rica sont un modèle pour le reste du monde. Voilà l'énergie géothermique qui tire sa source de la chaleur même de la Terre. Allez, direction Deauville, des ventes de yearlings s'étaient organisées tout le week-end et jusqu'à hier. Il s'agit de ces prestigieux poulains de haut pédigré âgés de 18 mois et appelés à devenir l'élite des chevaux de course. Forte présence des Qataris côté acheteurs. Arcana qui organise ses ventes aux enchères affichait déjà 29 millions d'euros de chiffre d'affaires dimanche soir, légère hausse par rapport à 2013. Le prix record pour cette édition, 1,2 million d'euros pour un cheval acquis samedi par des Koweïtiens. Les acheteurs les plus importants sur la partie haute du marché, c'est-à-dire sur ce qui est rare et par le fait plus cher effectivement que la normale, sont des investisseurs internationaux qui peuvent être issus effectivement du Moyen-Orient, mais qui souvent ont monté des opérations d'élevage en Europe, en France ou en Angleterre. Et cette année également, nous avions de nouveaux clients en provenance d'Afrique du Sud, d'Australie, dont l'intérêt et l'objectif est de laisser les chevaux en exposition.
On les croirait presque insensibles aux crises. Les monarchies du Golfe entendent poursuivre sur la voie de la prospérité, mais plus seulement en se contentant de leur rente pétrolière. L'Arabie Saoudite a décidé d'autoriser les étrangers à investir à la bourse de Riyad. 570 milliards de dollars de capitalisation, plus 25% depuis le 1er janvier. Alors beaucoup d'atouts et quelques contraintes tout de même. Avant d'en parler avec Thibaut de la Baronnière, on garde ce sujet d'Éric Berdugo. L'Arabie Saoudite se prépare à ouvrir sa bourse aux investisseurs étrangers. Soucieux de limiter sa dépendance aux hydrocarbures, le pays moyen-oriental veut accroître sa valeur internationale. Seuls les 6 pays du Golfe Persique ont pour leur accès à la bourse saoudienne. Une situation qui devrait changer puisque l'autorité des marchés de capitaux a autorisé Riyad à élargir le champ de ses capitalisations financières. Depuis le crash boursier de 2006, durant lequel la plus grande bourse arabe a perdu des centaines de milliers de dollars, c'est le premier grand changement et un signe d'ouverture vers l'international. J'incite les investisseurs étrangers à faire des investissements sur le long terme, ramasser des dividendes substantiels et à ne jamais se précipiter pour obtenir de rapides profits. Si Dieu le veut, le marché saoudien se dirige vers un tournant inattendu. Avec une croissance de 4,2% sur l'année 2014, le Royaume devrait rapidement devenir une place attrayante pour les investisseurs étrangers. La conjoncture actuelle du pays laisse entrevoir une multitude d'opportunités au niveau des transports, de la santé et du tourisme notamment. Tandis que les entreprises du pays sont en pleine expansion, les cartes sont susceptibles d'être redistribuées au sein du marché, tant par les étrangers que par les investisseurs locaux. À propos de mon portfolio personnel, avec l'ouverture du marché aux étrangers, il va maintenant se séparer en 3 parties. Une pour la spéculation, une seconde pour la spéculation bimensuelle et la dernière pour les investissements. Une fois que les étrangers accéderont au marché, je liquiderai la moitié de mon portfolio et j'observerai où est-ce qu'ils investissent, dans quelle compagnie, et ensuite seulement je réinvestirai. Soucieux de se rapprocher des puissances économiques mondiales comme celle des États-Unis, l'Arabie Saoudite pourrait jouer un rôle majeur dans un futur proche au sein des échanges de capitaux internationaux. Ce nouveau marché s'annonce prometteur puisque la bourse saoudienne représente 532 milliards de dollars pour environ 180 valeurs cotées. Voilà, alors jusqu'ici, les investissements étrangers représentaient seulement environ 5% de la valeur totale de la bourse de Riyad. Alors est-ce que cette ouverture plus large décidée par le Royaume va vraiment changer les choses? Nous accueillons Thibaut de la Baronnière, notre analyste économique. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Alors d'abord, la structure de cette finance saoudienne, comment vous la percevez? On sait que c'est un modèle assez différent de ceux auxquels on a l'habitude sans doute. C'est dominé par beaucoup de grosses capitalisations, c'est ça? Exactement. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est surtout dominé par le pétrole. Le pétrole, c'est 90% des recettes d'exportation, 75% des recettes de l'État, 45% du PIB du pays. C'est un produit écrasant. La bourse de l'Arabie Saoudite, c'est 64 sociétés, c'est 570 milliards de dollars de capitalisation boursière. Un gros ratio, quoi. Un gros ratio, exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'on ne surestime pas un petit peu, comme on l'a vu dans le reportage, les effets attendus de cette ouverture des marchés? On sait que certains analystes estiment que ça pourrait suffire tout simplement à réduire la dépendance de l'Arabie Saoudite par rapport à sa rente pétrolière. Alors ça, c'est pas encore, c'est loin d'être sûr parce que l'ouverture est limitée et très contrôlée. On s'attend à un influx de capitaux de l'ordre de 40 milliards de dollars à rapporter à 570 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc c'est même pas 10%. En revanche, il n'y aura pas non plus une arrivée massive de nouveaux acteurs financiers dans la mesure où la plupart des banques intéressées par l'Arabie Saoudite sont déjà présentes sur le marché et souffrent de la concurrence des banques locales qui ont des facilités en termes de régulation. Donc tout ça, c'est une manière un petit peu de contrôler ce qui va se passer, de contrôler la spéculation aussi. Tout à fait. En fait, l'Arabie Saoudite est quand même très influencée par l'islam qui refuse toutes ces tendances spéculatives et non éthiques et donc prévoit de mettre en place des régulations liées à la taille des actifs sous gestion et à la longévité de l'activité en Arabie Saoudite pour avoir le droit d'intervenir sur les marchés du pays. Alors on l'a vu, l'Arabie Saoudite a compris l'importance de se détacher un petit peu de cette rente pétrolière qui est omniprésente dans l'économie. Comment justement diversifier ses sources de revenus? Quels sont les autres atouts qu'on ne connaît pas peut-être d'ailleurs de l'Arabie Saoudite? Alors l'un des premiers atouts, c'est en fait le soleil. En 2012, l'Arabie Saoudite a lancé un projet d'arriver en 2032 à avoir un tiers de sa production énergétique qui serait issue du soleil. Un projet qui est de l'ordre de plus de 100 milliards de dollars. Et chaque année, on voit des gros appels d'offres tomber sur l'Arabie Saoudite pour Donc le aller dans ce solaire sens. en plus en parallèle du pétrole, c'est intéressant. Voilà. Alors, est-ce que, comme certains analystes le pensent aussi, une diversification des revenus pour l'Arabie Saoudite, ça pourrait tirer finalement vers le bas l'ensemble des cours du pétrole? Ça, c'est
loin d'être évident dans la mesure où en fait l'Arabie Saoudite c'est quand même le premier exportateur au monde de pétrole, le premier producteur de l'OPEP, et l'Arabie Saoudite n'a rationnellement aucun intérêt à laisser le pétrole descendre en dessous des $90, qui est le seuil assez souvent donné comme barrière limite. Donc c'est pas gagné de ce côté-là. Alors, concernant toujours cette ouverture, est-ce que le poids grandissant des économies des monarchies du Golfe, de leur marché financier aussi, est-ce que finalement ça ne va pas aussi permettre un test grandeur nature de la finance islamique? Oui, alors en fait on en parle peu dans le monde occidental, mais la finance islamique elle est déjà en marche dans les pays du Golfe et maintenant en Arabie Saoudite avec cette ouverture. Les produits tels que les soukouk deviennent de plus en plus importants et la croissance des actifs de la sorte... Les soukouk, pas d'intérêt, c'est ça? Voilà, exactement. Ce sont des produits spécialisés notamment sur l'immobilier qui en fait transforment ce que le monde occidental aurait fait comme intérêt sous forme de profit, de telle sorte que en fait, on remplisse les deux critères de la finance islamique qui sont le fait de ne pas avoir d'intérêt et le fait d'avoir une responsabilité sociale. Et donc en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, on voit ces actifs grossir en termes de montant de manière très importante. Merci beaucoup Thibaut Dabaronière pour toutes ces explications. Merci. Allez, direction Gaza, lourd bilan économique du conflit entre le Hamas et Israël. Le taux de chômage, 40% avant le début du conflit, va sans doute augmenter sensiblement. En plein cœur de Gaza, des bâtiments publics et privés servaient de base de lancement pour les missiles tirés contre Israël. Alors beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui détruits, l'activité est en berne et du coup c'est l'ensemble de l'économie locale qui pourrait bientôt entrer en récession. Johanna Citruc. Des rues désertes, des bâtiments détruits. La guerre a transformé la bande de Gaza en un champ de ruines. Parmi les décombres, cette ancienne usine de crème glacée. Son propriétaire estime avoir perdu quelques 25 millions de dollars. Mais ce n'est pas le seul perdant de cette histoire, puisque cette entreprise, plutôt rentable, employait plus de 400 travailleurs. Autour de 400 à 450 employés travaillaient dans cette usine. Maintenant, ils ont tous perdu leur emploi. L'usine a été complètement démolie et tous ces travailleurs sont aujourd'hui au chômage. Des compagnies privées et des bâtiments publics pris pour cible, soupçonnés par l'armée israélienne d'être des sites stratégiques pour le Hamas. Avec quelques 500 entreprises détruites depuis le début du conflit, le chômage pourrait bien toucher la moitié de la population active de l'enclave palestinienne. Cibler les usines affecte l'économie palestinienne. Cela va faire augmenter le taux de chômage, un taux de chômage qui dépassera peut-être les 50%. Plus de 30 000 travailleurs supplémentaires seront sans emploi après la destruction de toutes ces usines. Avant la guerre, le taux de chômage était de 41% et on dénombrait environ 180 000 personnes sans travail. Mais maintenant, c'est plutôt autour de 210 000. Cela va augmenter la pauvreté de 38 à 60%. Et même les entreprises qui n'ont pas été touchées ne peuvent pas toujours fonctionner normalement. La seule centrale électrique de l'enclave a été endommagée par des frappes de l'armée israélienne. Résultat, l'économie gazaoui, dont la croissance s'élevait à 7% en 2012 et 3% en 2013, pourrait bien cette année entrer en récession. Et on reste au Moyen-Orient pour le Media Watch. La revue de presse avec l'Irak, où l'impact économique du conflit se fait nettement sentir. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors les compagnies étrangères ne sont pas non plus épargnées. Oui, à cause du conflit entre les membres de l'organisation djihadiste EI, État islamique, et les combattants kurdes qu'on appelle les Peshmerga, les entreprises étrangères en Irak, venues notamment pour le pétrole, ont de plus en plus de mal à s'assurer contre les violences. Comme les combats sont plus intenses, plus importants, le coût des assurances a explosé, plus 50% en seulement 2 mois, et la situation évolue tellement vite que lorsqu'une compagnie obtient un prix de la part d'un assureur, elle n'a qu'entre 24 et 72 heures pour donner sa réponse, pour dire si elle accepte ou non. Résultat, beaucoup d'entreprises ont préféré rapatrier leur personnel, et selon une dernière estimation, 80% des travailleurs étrangers ont dû quitter la ville d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, qui est donc la région où se situent la plupart des combats. Donc un gros impact. Alors changement total de décor et de sujet, Johanna. On part au Japon où un dîner
peu spécial a été vendu 1500 $. Oui, on le sait, donc les jeans usés, les jeans abîmés sont particulièrement à la mode. Et partant de ce constat, le groupe japonais Mineko Club a eu l'idée de créer des Zoojin. Alors qu'est-ce que c'est ? Plutôt que de faire déchirer, abîmer ces jeans par des travailleurs, ils les ont en fait confiés à des animaux sauvages, des lions, des tigres ou encore des ours qui s'en sont parfaitement chargés. Une initiative plutôt originale qui séduit les consommateurs puisque 3 paires de jeans ont été vendues pour 3500 $, dont un à 1500 $, celui qui a été customisé par des lions. Et cette initiative est d'autant plus originale que tout l'argent qui est récolté sera reversé à l'Organisation internationale de protection de la nature, WWF. Voilà, des animaux designers, un concept à creuser. Merci Johanna, Voilà. et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag vous donne rendez-vous demain. La Chine et ses très controversées pratiques commerciales, ce sera notamment au programme. Restez avec nous, l'information continue.